Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'entreprise d'Éole. Donc nous sommes vendredi, j'ai bien travaillé cette semaine et j'ai de plus en plus de clients qui travaillent dans le débardage ou dans l'abattage et qui me font confiance et m'envoient leur radiocommande en réparation. Donc aujourd'hui j'ai reçu pas moins de 5 radiocommandes à usage forestier. Et j'en ai réparé quelques-unes qui vont repartir certainement aujourd'hui ou peut-être lundi. Alors là, on est sur un modèle, on va dire, très ancien. C'est une radio Fallard, mais qui a été fabriquée vraiment, je pense, dans les toutes premières années d'activité de la société. Donc on est sur un modèle assez standard. Donc récepteur dans un boîtier métallique en acier. Donc première génération de radiocommande Fallard qui fonctionnait sur la bande du 71 mégas. Donc là, en l'occurrence, on est sur la fréquence très exacte de 71,3625 mégas. Voilà. Donc le tuner, ici. Là, on aura le décodage. Ici, donc, on a toute la carte de puissance avec les sorties qui permettent d'activer les treuils, le démarrage, l'arrêt moteur. Et puis sur le côté droit, dans la porte, toujours le système qui permet de faire fonctionner le servomoteur pour l'accélérateur. Alors, donc cette radiocommande, elle était en panne et elle n'avait pas fonctionné depuis de très nombreuses années. Donc, j'ai fait un reconditionnement complet de l'émetteur, avec remplacement de tout ce qui est boutonnerie, enfin en particulier les protections d'interrupteurs, une antenne neuve, bien entendu, des batteries neuves. Les batteries, on en avait parlé il y a quelques temps avec une vidéo précédente. Donc les batteries, c'est un problème à traiter vraiment avec beaucoup d'attention, puisque aujourd'hui les batteries qui étaient utilisées dans ces radiocommandes à l'origine étaient des batteries à technologie NiCd, nickel-cadmium. On ne trouve plus ces batteries, donc on les remplace par des batteries à hydrure métallique qui ont une capacité bien plus importante, mais qui demandent donc une charge avec un chargeur très spécifique et qui oblige à faire une modification assez importante à l'intérieur de l'émetteur pour que tout ça soit compatible. Voilà, bien entendu, donc reconditionnement complet. Alors au départ, le client m'avait pas envoyé son servomoteur. Et je lui ai rappelé pour lui dire qu'il serait bien de me le renvoyer. Alors, il me l'a renvoyé, mais en coupant, en sectionnant les fils du cordon de liaison entre le moteur et le récepteur radio. Donc, il a fallu que je refasse le câblage. Et puis, donc, comme à mon habitude, reconditionnement complet du moteur avec démontage, nettoyage, huilage, graissage du réducteur, remplacement des charbons. Remplacement du potentiomètre de feedback là qui se trouve à l'intérieur, ça c'est une source de problème assez récurrent. Et puis voilà, un nettoyage complet, des essais, tout fonctionne bien. Alors cette radio, c'est la première fois que j'ai une radio aussi ancienne de chez Fallard. Et à cette époque, je pense que les concepteurs de la radio avaient voulu faire un petit peu ce qu'on appelle de la sécurité positive, c'est-à-dire que en cas de perte de signal ou d'arrêt de l'émetteur, ben, ce qui se passait, c'est que au redémarrage, on avait une impulsion sur le relais de sortie qui arrête le moteur du tracteur. Et je pense que ça, c'était très ennuyeux pour les utilisateurs parce que le tracteur n'arrêtait pas de s'arrêter. Il fallait le redémarrer à chaque fois. Donc, le fil de sortie du relais à l'intérieur du récepteur avait été débranché et ça peut se comprendre. Donc, c'était un truc, franchement, c'était pas une très bonne idée. Donc j'ai fait une modification, étant donné qu'ici sur le treuil de gauche on avait un bouchon parce que le treuil n'est pas utilisé, il y a qu'un seul treuil sur ce tracteur forestier, bah tout simplement je me suis pas cassé la tête, j'ai utilisé le relais qui sert normalement au treuil de gauche, qui n'existe pas sur le tracteur, pour avoir un arrêt moteur. Et cet arrêt moteur, bien tout simplement, il faudra appuyer sur le bouton, mais il ne va pas se déclencher de façon intempestive quand
quand la radio va perdre, quand le récepteur va perdre le signal d'émission de l'émetteur. Voilà, donc ça je pense que ça ira beaucoup mieux et ça permettra de démarrer, arrêter le moteur à distance et ne plus être emmerdé par cette fonctionnalité qui n'était pas vraiment bonne. Voilà, donc on va faire une petite rétrospective sur les radios Falar, puisque j'en ai reçu 4 cette semaine, donc j'en ai 2 qui vont repartir, une troisième où le colis est tout juste déballé, mais elle n'a pas encore été traitée, et puis une avec le carton qui n'est pas ouvert et que je vais traiter certainement en début de semaine prochaine. Voilà, donc ça c'était la première radio, donc une des plus anciennes. On va passer à la suivante qui est un petit peu plus complexe et d'une génération plus récente. Voilà, donc on passe à la deuxième radiocommande. Il faut savoir que la première va repartir dans le centre de la France, en Haute-Vienne, du côté de Limoges. Voilà, donc ça c'est une deuxième radiocommande, toujours de marque Falar. Alors celle-ci vient d'un petit peu plus loin, puisque c'est un client espagnol qui me l'a envoyé en réparation. Et là on a affaire à ce qu'on appelle une radio intégrale, c'est-à-dire qu'avec ça, on va non seulement pouvoir démarrer, arrêter le tracteur, accélérer, ralentir, on va pouvoir descendre ou monter le tablier, monter ou descendre la lame. Voilà, donc ça, c'est les fonctions principales de toutes les radiocommandes Falar. Mais en plus de ça, donc on va avoir des boutons supplémentaires qui se trouvent sur les côtés, là. Voilà, et qui permettent de conduire le tracteur à distance. Alors, donc le récepteur, lui, est beaucoup plus moderne. La méthode de fabrication est complètement différente de la première génération, puisque ici, on va avoir un système modulaire avec des cartes qui sont empilées sur une carte mère qui fait la liaison entre toutes les cartes qu'on a ici. Alors, je voulais préciser aussi que les premières générations, si j'en ai parlé, fonctionnaient sur la bande du 71 mégas. Ici, on travaille sur la bande du 433, 434 mégas. Alors, Falar avait fait un truc qui n'était pas vraiment terrible quand ils sont passés sur la bande du 434 mégas, à savoir que cette bande de fréquence est libre, donc on n'a pas besoin de souscrire à une licence pour utiliser ces radios, ce qui n'était pas le cas avec les premières. Donc on diminue un petit peu la puissance, on passe sur des fréquences plus élevées. C'est pas forcément une bonne solution, on va perdre un petit peu en portée, mais on reste quand même avec une portée tout à fait suffisante pour le travail que font les gens qui sont spécialisés dans le débardage et l'exploitation forestière. Donc comme je vous le disais, là, le système est plus complexe. Les premières générations de radiocommandes étaient totalement assemblées chez Falar. Ici, il n'est pas impossible que la fabrication des cartes électroniques ait été sous-traitée, mais enfin ça, je ne le sais pas. Donc je ne peux pas dire, mais il est quand même assez probable que les cartes électroniques n'étaient déjà à cette époque plus fabriquées dans les locaux de la société Falar. Alors ça, si quelqu'un a une réponse et qu'il puisse me l'apporter, c'est toujours intéressant. Donc là, une radiocommande qui était en service, hein, qui est en utilisation depuis très longtemps. Comme je disais, donc Falar avait opté pour un système un petit peu bizarroïde concernant la fixation de la batterie. C'est-à-dire que quand les radiocommandes sont passées sur la bande du 434 mégas, l'antenne n'était plus raccordée sur une vis comme on a ici, mais elle rentrait directement à l'intérieur de l'émetteur. Et en cas de nécessité de remplacement de l'antenne, c'était très compliqué, il fallait tout ouvrir, démonter, tout ça. Donc j'ai modifié cette radio, je suis revenu sur le système à l'ancienne, avec une vis comme ça, et puis j'ai même mis un petit cavalier qui permet de tenir l'antenne. Alors pour les gens qui sont un petit peu observateurs, vous vous apercevrez que l'antenne est beaucoup plus courte que les premières générations de radiocommandes. Donc la longueur d'antenne est très importante, hein. Elle correspond à la bande de fréquence utilisée pour l'émetteur. Donc là, en l'occurrence, étant donné que la fréquence augmente, la longueur d'antenne diminue. Il ne faut surtout pas s'amuser à la raccourcir, à la rallonger. N'allez pas croire qu'une antenne plus longue vous donnera une portée supérieure. Il y a un calcul très précis à faire pour obtenir la longueur d'antenne qui permette d'avoir une puissance optimale
à l'antenne, en sortie. Voilà. Donc comme je vous disais, le système est un petit peu modulaire. Comme la première, la conception est tout à fait correcte. C'est du matériel fiable, du matériel éprouvé qui fonctionne depuis très très longtemps, depuis de nombreuses années sans avoir de panne particulière. On peut dire que les composants ont été choisis très correctement, qui sont de bonne qualité. Alors bien entendu, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans d'utilisation, on commence à avoir des petits problèmes, mais on ne peut pas mettre ça sur le compte d'une mauvaise qualité de composants, hein. Ce serait malhonnête d'affirmer ça. On commence à avoir un petit peu des problèmes avec des relais, avec de la connectique, parce que vous avez un relais qui va distribuer l'ensemble des communs sur toutes les fonctions, là, et ce relais est un petit peu surchargé, le connecteur en particulier aussi, et la connectique, bien souvent, brûle. Donc ensuite, ça ne fonctionne plus. Donc là, ça n'est pas brûlé complètement, mais il y avait des grosses traces d'échauffement, donc j'ai remplacé tout ça pour que ça reparte correctement. Donc là, comme je vous disais, on a un système modulaire. Ici, la prise de sortie qui est en bas est beaucoup plus grosse que les prises sur les premières générations, étant donné que c'est un tracteur avec les fonctions intégrales, qu'on a la direction, marche avant, marche arrière, qu'on peut changer les rapports de boîte de vitesse. On a beaucoup plus de relais, de choses comme ça. Donc une carte mère et puis ce qu'on appelle des cartes filles qui sont empilées comme ça. Donc de haut en bas, on va avoir la partie gestion de l'alimentation. Ensuite, la carte en dessous, donc ça va être le tuner avec le décodage. Ces deux cartes là, donc ça va être la gestion, donc les sorties tout ou rien sur relais des fonctions principales, donc tirer droit, ouverture du frein droit, pareil pour la gauche, démarrage, arrêt moteur, la lame, le tablier, enfin bon, toutes les fonctions principales. Ensuite, donc ça c'est ces deux cartes là. Ensuite ici, on va avoir le système qui fait fonctionner l'accélérateur. Alors là, l'accélérateur, ça marche un petit peu différemment. Je vous avouerai que je n'ai jamais vu à quoi ressemblait le système d'accélérateur sur ce type de radiocommande. Jusqu'à maintenant, aucun client ne m'a envoyé le servomoteur. Bon, ça marche différemment, hein. On va avoir une sortie analogique, là, 0,5 volts sur cette carte. Donc après, je ne sais pas exactement comment fonctionne le servomoteur, à quoi il ressemble. Et puis ici, en dessous, alors là c'est beaucoup plus complexe, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est tout le système avec les entrées-sorties qui permettent de changer de rapport de boîte de vitesse et toutes ces choses-là. Voilà, donc on a deux connecteurs, un connecteur à 10 broches sur le côté droit, donc ici on va avoir notre alimentation du récepteur et l'entrée du commun qui va faire fonctionner tous les relais de sortie. Et puis là, donc un gros connecteur en dessous, avec une double prise 24 broches, donc on a 48 broches de sortie, et elles sont quasiment toutes utilisées. Voilà. Donc cette radio va repartir en Espagne incessamment sous peu, et je pense que le client devrait être satisfait de notre travail. On va passer à la dernière. Alors, dernière radiocommande, toujours de fabrication Fallard. Donc cette radio est arrivée en fin de semaine. J'ai déballé le carton, j'ai commencé à faire une petite inspection visuelle et quelques mesures. Et là, c'est un petit peu la déception. Alors on va dire, autant les deux premiers modèles que j'ai pu vous présenter étaient de fabrication, on va dire, tout à fait correcte. Et la preuve en est, c'est que ces deux premières radios sont très anciennes. Elles fonctionnent toujours, elles vont repartir chez leurs clients respectifs. Et il n'y a absolument rien à dire sur ces radios. Là, par contre, le client m'a téléphoné avant de m'envoyer sa radio. Il m'a donné les références, le modèle de la radiocommande. Et je lui ai avoué ne pas connaître ces modèles-là. Et quand j'ai reçu ça, ça a été quand même un peu la déception. Bon, alors là, donc, le boîtier est en plastique. Hein, c'est de la construction tout en plastique. Alors bon, le plastique, pourquoi pas, hein, c'est pas parce que c'est du plastique que c'est de mauvaise qualité, mais là j'ai été quand même très très surpris quand j'ai ouvert cette radiocommande,
puisque là on se retrouve vraiment sur une fabrication, à mon avis, très bas de gamme. Voilà. Alors, j'ai fait des recherches et il n'est pas improbable que cette carte codeur là, ça soit une carte du commerce qui a été adaptée. Ça ressemble à quelque chose comme un codeur qui pourrait servir par exemple à des ouvertures de portail ou de choses comme ça, parce que enfin, ça ne me paraît pas très très sérieux tout ça. Alors j'ai fait quelques mesures. Je ne sais pas si je vais pouvoir réparer cette radiocommande, parce que ici on n'a plus de signal HF qui fonctionne. La radio se met en marche, mais à l'analyseur il n'y a pas du tout de communication radio, donc forcément le récepteur ne peut pas fonctionner. Autre chose, donc là on n'a plus du tout de module HF à proprement parler, tout est intégré sur la carte, et c'est ce petit composant là qui se charge de moduler le télégramme. Et la puissance, enfin, j'ai regardé un petit peu sur des datas à quoi correspondait ce composant en particulier. La puissance est très très réduite, ce qui veut dire que ce sont des radiocommandes qui ont une portée très faible. Voilà, c'est la grande déception, et je ne suis pas certain de pouvoir réparer cette radiocommande. Alors ils ont quand même conservé quelques composants de qualité. Par exemple, tout ce qui est boutonnerie, donc la boutonnerie, ils sont restés avec de la boutonnerie de qualité, fabriquée en France par APEM. Voilà, et ils n'ont pas changé leur mode de fabrication, donc la batterie est toujours intégrée à l'intérieur de l'émetteur, mais on n'a plus une batterie 12 volts, on a une batterie au lithium, oui, il me semble, voilà, une batterie au lithium-ion de 3 volts 7, qui se recharge avec un chargeur qui est compliqué, qui est en 3 morceaux. Bon, j'ai pas bien compris les raisons pour lesquelles ils avaient fourni un récepteur de cette façon-là. Mais voilà. Là, le boîtier plastique aussi. Alors, boîtier injecté, d'assez bonne qualité, hein, il n'y a rien à dire, estampillé Fallard, donc ça c'est pas un boîtier du commerce, hein, c'est un boîtier spécifiquement fabriqué par la marque. Et puis là j'essaye d'ouvrir, voilà, et alors on voit par exemple les relais de sortie sont microscopiques. La carte mère, elle était estampillée Fallard, donc elle a certainement été fabriquée par Fallard. Ici le tuner, je ne sais pas. Bon, en tout cas, cette radio n'est pas si vieille que ça, elle est déjà complètement en panne, et il va falloir s'occuper de tenter de la dépanner, mais je n'ai pas de certitude à ce sujet. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous, un petit peu instructive. Ça m'a permis de vous montrer un petit peu les différentes générations de radios fabriquées par la société Fallard. Mais on voit que quand même, les radios de dernière génération, les radios qui ont été fabriquées un petit peu avant que la société ne ferme ses portes, on n'est plus dans la qualité telle qu'on a pu la connaître auparavant. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt, au revoir.